Les épisodes AstronoGeek sortent une semaine sur deux. Si ce sont les seules vidéos qui t'intéressent, je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine, parce que la vidéo d'aujourd'hui est un simple vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est donc vlog, mais exceptionnellement, ce vlog sera sponsorisé par Optik Unterlinden. D'habitude, je sponsorise pas les vlogs, mais c'est pour une raison toute con, c'est bientôt la nuit des étoiles. Et Damien de chez Optik Unterlinden m'a dit: est-ce que ça serait possible de caser une petite sponsor avant, parce que c'est quand même le bon moment pour s'intéresser à l'astronomie. Et le problème, c'est que toutes mes vidéos là à venir jusqu'à la nuit des étoiles sont déjà sponsorisées. Donc j'ai dit écoute, je te cale viteuf dans un vlog. Optik Unterlinden, vous commencez à connaître normalement. C'est un site de vente en ligne de matériel astronomique. C'est aussi un magasin à Colmar, mais je pense que la majorité d'entre vous ne vont pas aller à Colmar. Donc je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes, hein ? Mais non, si tu viens à Colmar, c'est pour profiter des conseils de l'équipe. Il y a Nico, par exemple, qui est souvent présent dans les lives astro, que vous avez déjà normalement souvent entendu. Mais si tu peux pas faire le déplacement, tu peux aussi laisser un mail ou passer un coup de fil à l'équipe pour un conseil, parce que c'est ça que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils préfèrent largement te vendre le truc qui te convient plutôt qu'un machin que tu vas leur ramener dans 2 semaines parce que t'arrives pas à t'en servir. Donc on sera à Colmar, avec mes amis, on t'attend, de pied ferme. Voilà, comme ça tu pourras aussi profiter du matériel d'exposition, genre par exemple le gros Milon 300, comme celui avec lequel Jean-Luc fait ses photos de tarés des géantes gazeuses. Et Optik Unterlinden, c'est aussi accessoirement l'importateur français du matériel Skywatcher. Si vous regardez les lives astro, vous savez normalement de quoi je veux parler. Et pour les autres, disons qu'on fait difficilement mieux en termes de rapport qualité-prix. Et donc, comme la nuit des étoiles, c'est début août, il est encore temps de se procurer un scope. Mais attention, en ce moment, les stocks partent vite. Donc, prépare-toi, quoi. Et pour ceux qui ne sauraient pas quoi acheter, je vous rappelle aussi que la nuit des étoiles, c'est le meilleur moment pour discuter avec des gens qui touchent un petit peu leur bille et qui peuvent vous aiguiller. Moi, je dis ça. Et puisqu'aujourd'hui, ça va être un festival de ce côté-là, je vous recommande aussi ma très vieille vidéo, acheter un télescope pour pas cher. Alors, je pense que vu le nombre de vidéos que je vais vous recommander aujourd'hui, j'aurai pas assez de place dans les fiches parce qu'il y a 5 fiches max. Donc, je vais même pas chercher à mettre des fiches, je vais tout vous mettre en description. Donc il y a très longtemps, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait « Acheter un télescope pour pas cher » et les conseils sont toujours valables, donc allez voir en description. Et bien entendu, si en ce moment vous pouvez plus qu'à d'autres moments avoir envie d'un télescope, c'est parce que l'actualité astronomique du moment, c'est la comète Neowise. Et je sais, je n'en ai pas parlé dans le dernier format court et je n'en parlerai pas dans le prochain non plus parce que je vous l'avais déjà dit, les formats courts sont tournés en avance. Mais je vous avais dit aussi que si l'occasion se représentait, je parlerai plus précisément de l'événement astronomique en question, en l'occurrence une comète, dans des vidéos dédiées. Or, il y a déjà un live sur cette comète qui traîne quelque part sur la chaîne, donc vous pouvez aller le voir, il s'appelle de toute façon Live Comet Neowise, ou voilà, je me suis pas trop fait chier sur le nom. Et sinon, on va en parler encore un petit peu aujourd'hui, parce qu'elle reste visible encore quelques temps, mais comme elle a déjà passé son périgée, son périhélie, elle va décliner progressivement et être de moins en moins visible. En ce moment, elle affole les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous traînez un petit peu sur des groupes de photographes ou d'astronomie ou de trucs comme ça, ça devrait vous parler. Et pour cause, c'est quand même la plus belle comète qu'on ait eue depuis L-BOP en 1997. Ceux qui sont assez vieux pour s'en rappeler, je pense, s'en rappellent, parce que là aussi, elle avait pas mal fait parler d'elle. C'était vraiment une grande comète. Et là, nous avons à nouveau une belle grande comète. Et c'est suffisamment peu courant pour qu'effectivement, on en parle beaucoup. Alors, L-BOP avait été appelée L-BOP parce que ses découvreurs s'appelaient L et BOP. Si la comète aujourd'hui C2020 F3 s'appelle Neowise, c'est parce que son découvreur c'est Neowise, sauf que c'est pas son nom de famille, c'est pas un découvreur, c'est un télescope qui l'a découverte. Il y a encore pas si longtemps, les découvertes se faisaient, disons, manuellement par des astronomes professionnels ou amateurs. Aujourd'hui, énormément de découvertes sont automatisées. Les catalogues d'astéroïdes et de comètes sont en pleine explosion parce que justement ce sont des dispositifs qui scannent le ciel, si je puis dire, et regardent s'il y a des objets qui se déplacent. Et donc, entre les découvertes d'astéroïdes, de temps en temps, il y a une découverte de comètes. Et cette découverte de comètes a été faite par le télescope Neowise qui appartient à la NASA.
Elle a été découverte tout récemment, hein, en mars seulement, et elle est devenue très vite visible comme ça. Et vous voyez, le problème avec les comètes, c'est précisément ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise l'expression « il ne faut pas tirer de plan sur la comète ». Les comètes sont imprévisibles. Une comète, on peut la voir arriver de loin, mais ça reste un astéroïde. On ne sait pas exactement comment il est fait, sa structure interne, etc. On se doute qu'il y a de l'eau, qu'il y a machin, on peut faire de la spectrométrie dessus, mais pour autant, on ne sait pas comment elle est faite. Est-ce que c'est deux morceaux qui vont facilement se fractionner à la moindre occasion? Est-ce que c'est plus de l'eau qu'elle va complètement s'évaporer? Oui, ou on ne va pas vraiment dire ça, mais se sublimer dans l'espace et disparaître? Ou alors est-ce qu'il y a quand même des roches avec et il va en rester quelque chose, etc. C'est difficile à dire en avance. Et la conséquence, c'est que le comportement de la comète est tout aussi imprévisible. Alors bien évidemment, on est capable de déterminer leur trajectoire comme n'importe quel autre objet du ciel, parce que les lois de Newton, bon, voilà. Mais par contre, est-ce qu'elle va se désintégrer? Est-ce qu'elle va donner une grosse queue? Etc. Ça, on ne peut pas le savoir. On a déjà eu des cas de comètes qui étaient très discrètes, et puis à un moment, il s'est passé quelque chose dans leur noyau, elles ont dégazé, et elles se sont retrouvées avec une coma gigantesque. Et on a eu le cas 2 fois en début d'année, on s'attendait à de belles comètes, et en arrivant près du Soleil, plus rien. Donc si quelqu'un essaye de vous faire une prévision sur une comète, l'écoutez pas. Ça n'a pas plus de valeur que quelqu'un qui va vous dire le contraire. Même si quelqu'un vous dit « je suis spécialiste », parce que même les plus grands spécialistes ne sont pas capables d'anticiper le comportement des comètes. Bon, par contre, pour ce dont on est sûr pour celle-ci, on peut encore un petit peu en parler, notamment de sa trajectoire, parce qu'elle est pas spécialement exceptionnelle, mais elle est marrante quand même. Déjà, cette comète a une trajectoire rétrograde, c'est-à-dire que toutes les planètes tournent dans un sens, elle tourne dans l'autre. Ensuite, par rapport au plan de l'écliptique, elle a une inclinaison d'environ 51 degrés. Mais si on tient compte du fait qu'elle a une orbite rétrograde, on peut considérer du coup une inclinaison de 129 degrés. Donc en fait, elle passe au-dessus et en dessous du plan des planètes, ce qui explique aussi pourquoi on peut la voir aussi bien dans l'hémisphère nord. Depuis la semaine dernière, elle est ce qu'on appelle circumpolaire, c'est-à-dire que si on exclut le fait qu'en journée, il fait jour et que du coup on voit rien, elle reste tout le temps visible dans le ciel de l'hémisphère nord, ou du moins en France au moins. Mais disons qu'ici, en France, elle est théoriquement visible H24, mais bien évidemment en journée avec le soleil, on voit rien. Et pourquoi elle est donc visible, pourquoi elle est circumpolaire? Parce qu'elle se trouve maintenant dans la Grande Ourse, à l'heure où j'écris ces lignes, et normalement à l'heure où vous regarderez cette vidéo, même si ça va rapidement changer. Et comme la Grande Ourse est une constellation qui ne se couche jamais, si la comète Neowise se trouve dedans, en toute logique, elle ne se couche jamais. Je ne vais pas vous donner sa position exacte, tout simplement parce qu'elle change de jour en jour, et ne serait-ce qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, sa position ne sera pas la même. Je vous ai déjà montré cette carte-ci il y a 2 semaines. Je vais plutôt vous suggérer, si vous voulez des données vraiment précises au jour le jour, etc., de simplement chercher Neowise Map ou position Neowise dans le ciel ou un truc comme ça sur Google. Comme ça, si d'autres cartes sortent à l'avenir, vous pourrez avoir des infos. Parce que elle sera encore visible en août, Neowise, mais la carte que je vous ai donnée ne va jusqu'à fin juillet. Donc d'autres cartes seront encore éditées, elles sont faciles à trouver. Le code de la comète, c'est C2020F3, parce qu'il y a d'autres comètes évidemment découvertes par Neowise. Par exemple, il y avait C2021C1, qui avait aussi un peu fait parler d'elle, mais donc ne les confondez pas, parce que sinon vous n'allez pas avoir la bonne trajectoire. Sinon, petite chose intéressante encore au niveau de son orbite, elle a une période de révolution, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour faire un tour, de un peu moins de 6800 ans. Autrement dit, elle n'a jamais été observée par un astronome jusqu'à maintenant. Ou alors vraiment, on n'en garde aucune trace et c'était les débuts de l'astronomie, etc. Mais voilà, a priori, personne ne s'est réellement intéressé à elle dans l'histoire de l'humanité. Même si à l'époque, on peut supposer que des gens regardaient le ciel. Mais voilà, on ne peut pas en retrouver la trace dans des écrits astronomiques. Et c'est la dernière fois que vous la verrez. À moins que vous soyez extrêmement optimiste. Mais même moi, je ne suis pas optimiste à ce point-là. Alors ma foi, pour cette comète, c'est à peu près les seules choses que je peux vous dire. Parce que les autres choses que je serais susceptible de vous dire sur cette comète, je pourrais vous les dire pour n'importe quelle autre comète. J'ai déjà fait des vidéos dédiées aux comètes, et donc plutôt que d'en faire une bête redite comme ça à l'arrache, je vais vous renvoyer maintenant vers une série de vidéos. D'abord, il y a une très vieille vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Histoire de comètes et où je vous raconte l'histoire de Charles Messier, chasseur de comètes, qui a eu une destinée... Disons que l'histoire aime l'ironie.
Mais vous pourrez en savoir un petit peu plus sur les comètes, l'histoire de leur recherche, de leur détection, etc. Donc, première étape. Deuxième étape, puisque nous avons affaire là à facilement une comète de la décennie, qui sait peut-être que dans un an, il y en aura une encore mieux, mais je pense qu'on peut parler là de comète de la décennie. C'est ce qu'on appelle donc une grande comète. Parce que des comètes, il y en a tout le temps. Toute l'année, il y a des petits machins qui se trimballent dans le ciel, mais qui sont totalement invisibles et qui sont difficilement observables au télescope. Là, on parle d'une comète dont tout le monde entend parler, y compris le grand public, ça passe à la télé, c'est visible dans le ciel, etc. C'est ce qu'on appelle une grande comète. Et j'ai consacré une vidéo aux grandes comètes qui sont passées depuis plusieurs siècles. Et on parle notamment aussi un petit peu de qu'est-ce qu'une comète en fait. Donc cette vidéo s'appelle « La comète qui tua un empereur ». D'ailleurs, rien que le titre permet aussi de dire qu'on va parler un petit peu du côté, superstition autour des comètes. Voilà, donc je vous le mets là encore en description. Si vous voulez en savoir plus sur les comètes, allez voir. Alors, petite mise à jour viteuf, alors que j'avais déjà fini le montage de cette vidéo. Dans la série Entre Terre et Ciel, actuellement diffusée sur astronogeek.tv, il y a un épisode sur les comètes. Elle devrait être là. Donc elle doit être dans la direction d'Hercule à peu près, couronne boréale. Oui, elle est au milieu, entre l'amas d'Hercule et la couronne boréale. Annoncée imprudemment comme la comète du siècle, elle devait illuminer le ciel, comme l'ont fait il y a 20 ans Albop ou Hyakutake. 3 ou 4 fois par siècle, ces astres sont visibles à l'œil nu et s'étendent sur la moitié du ciel. Il ne devait pas encore sortir puisqu'on sort les épisodes dans l'ordre et que celui-ci c'est le numéro 7, mais vu l'actualité brûlante, on s'est dit qu'on allait se la jouer à la TF1 et balancer les épisodes dans le désordre. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez jeter un œil à l'épisode qui s'appelle « Comète, les archives du système solaire » et vous pouvez le voir gratuitement puisque vous pouvez bénéficier d'une semaine gratuite sans vous engager à vous abonner. Le lien est dans la description de la vidéo. On va encore un petit peu parler de ceux qui voudraient en faire des photos. Alors, premier conseil, le plus important, dépêchez-vous. La comète est en train de se barrer. Elle est passée à son périhélie, donc au plus près du Soleil, le 3 juillet. Elle était elle était un petit peu plus loin du Soleil que Mercure. Et là, depuis, elle s'éloigne. Donc maintenant, elle a une belle chevelure, une belle queue, elle est même deux queues. On voit bien la queue de plasma et la queue de poussière. Mais elle est en train de se barrer. Et elle s'éloigne aussi de la Terre maintenant. On est passé au plus près d'elle cette semaine. Là, elle fout le camp. Donc elle va perdre progressivement en luminosité relativement rapidement, c'est bien possible. Du coup, si vous voulez faire des photos, il faut un petit peu vous manier le cul. Pour ceux qui veulent faire des photos de la comète, deux choses. Soit vous avez envie de prendre ça super au sérieux et faire de l'astrophoto, dans quel cas je vous mets en description une série de 3 vidéos dédiées à l'astrophoto où je vous explique très précisément comment faire. Ces 3 vidéos qui sont longues et denses, il doit y en avoir pour facilement 1h30 de programme. Malheureusement, c'est difficile de compresser parce que l'astrophoto, c'est quelque chose de complexe. Ça demande pas un matos de fou. Vous pouvez théoriquement faire la même juste avec un bon appareil photo et un trépied. Mais ça peut être bien de s'aider d'une monture motorisée. Or, ça tombe bien, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo sur la Star Adventurer, qui est aussi chez Optic Unterlinden, pendant qu'on en est encore à faire des sponsors et tout. Je vous la mets encore une fois en description. Allez jeter un petit coup d'œil. C'est trop dense pour que là, j'en refasse un condensé. Enfin si, je vais quand même juste dire que le ciel tourne. Si vous faites une exposition longue la nuit, les étoiles vont faire des traits. Et la comète aussi d'ailleurs, donc ça va pas être beau. Donc ça peut être bien de compenser avec ce dispositif. Donc je résume la vidéo sur la Star Adventurer, les 3 vidéos sur l'astrophoto où on parle aussi de la Star Adventurer. Bien évidemment, pour ceux qui ont envie de faire des photos du ciel, il y a tout un tas d'autres trucs qui traînent sur ma chaîne photo, circonpolaire, voie lactée, etc. Allez jeter un petit coup d'œil. Et maintenant, on va parler de ceux qui voudraient juste faire une photo comme ça, qui n'ont pas forcément envie d'y passer une nuit, et qui ont juste envie de garder un souvenir, ou de participer à la folie NeoWise en ce moment sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui seraient tentés de la prendre en photo. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a des téléphones portables qui sont extrêmement sensibles et qui permettent de faire des photos la nuit. Si vous n'avez que ça, essayez, qu'est-ce que vous risquez? Par contre, il sera absolument impossible de faire quoi que ce soit si vous n'avez pas au minimum un trépied. Ensuite, normalement, ce genre d'appareil photo permet aussi de faire des fichiers RAW. Donc, vu le nombre de modèles différents, le nombre d'applis différentes, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous devez avoir un mode pro ou quelque chose comme ça. Et donc, vous devez avoir la possibilité d'enregistrer des fichiers au format RAW, R-A-W, ça veut dire brut en anglais.
Ces fichiers bruts, vous allez ensuite pouvoir les traiter sur ordinateur pour enlever par exemple le voile orange de la pollution lumineuse ou ce genre de choses et tirer un maximum de détails de votre image. Si vous faites juste un bête JPEG, vous allez être extrêmement limité et votre photo va vous paraître très fade au regard de ce que vous pouvez voir sur Internet en général. Parce que les photos que vous voyez sur Internet en général ont été traitées, pas retouchées. Traité, c'est-à-dire on enlève la pollution lumineuse, on éclaircit un peu la comète, voilà. Bon. Si vous ne pouvez pas faire de RAW sur votre téléphone, normalement vous pouvez faire du RAW sur votre téléphone. Il faut juste télécharger la bonne appli, vous téléchargez une appli de photo, un truc comme ça, voilà. Après, si vous avez un appareil photo trop pourri dans le téléphone, parce que votre téléphone est un peu trop vieux ou pas fait pour, etc., ne tentez pas, vous n'aurez rien de correct. J'ai vu des gens essayer de faire des photos de la comète à main levée avec un téléphone... je vais pas dire antédiluvien, mais pas tout neuf, et il s'étonnait d'avoir une image noire. Mais c'est vraiment, un téléphone n'est pas fait à la base pour faire ce genre de photos. Il y a, je crois, le dernier Google ou des trucs comme ça qui en ont fait un argument de vente, donc qui poussent vraiment le truc, mais autrement, non. Non, si vous voulez réussir ce genre de photo, il va vous falloir un vrai, ça veut rien dire, mais appareil photo. Idéalement un réflexe, mais dans tous les cas, un appareil qui puisse être débrayé et qui puisse être utilisé entièrement en manuel. Et bien entendu, à nouveau, un trépied. Personnellement, j'ai utilisé l'un de mes 5D Mark III. C'est quand même déjà pas dégueu. Hein, et mon 70-200 que je n'ai pas ici. Donc c'est du matériel pas dégueu, c'est du matériel de photographe. Hein, mais concrètement, n'importe quel réflexe d'entrée de gamme est capable de faire quelque chose de bien. Bon alors la première étape, c'est de vous éloigner des patelins, de l'éclairage public, etc. Vous ne ferez rien de correct sous un lampadaire. Donc le premier outil dont vous allez avoir besoin, c'est votre bagnole. Ou votre vélo, bon. Mais à mon avis une bagnole c'est mieux si vous trimballez un peu de matos. Il vous faut donc un trépied que vous allez orienter, enfin un trépied sur lequel vous allez mettre l'appareil photo, que vous allez orienter au nord. En ce moment donc la comète est dans la Grande Ourse, donc normalement vous reconnaissez la grande casserole dans le ciel. Si vous n'arrivez pas à la trouver, la Grande Ourse, utilisez n'importe quelle appli sur téléphone de carte du ciel, que ce soit Google Sky Map, Stellarium, je sais plus comment ça s'appelle sur iOS, mais il y en a aussi. En général, ces cartes ne comprennent pas la position des comètes, parce que les comètes sont des éléments trop ponctuels pour que les cartes soient mises à jour. Certaines applis la comprennent, pour d'autres, il faut faire une mise à jour ou intégrer le truc manuellement dedans. Toujours est-il qu'à partir du moment où vous avez trouvé la constellation de la Grande Ourse, qui est donc au nord, si vous avez ne serait-ce qu'une carte à côté qui vous indique à peu près où la comète est, ça devrait aller. En plus, en ce moment, elle est visible à l'œil nu, donc ça devrait aller. Dans quelques semaines, ça sera peut-être plus difficile, mais maintenant, ça devrait encore aller. Bref, vous posez votre trépied, votre appareil photo, et dessus, vous mettez un objectif pas trop long. Ça, c'est fait au 70 mm, sur plein format. Donc si vous avez un petit appareil photo réflexe de la Fnac, un truc en APS-C, normalement, un objectif de 50 mm sera amplement suffisant. Pas besoin d'un gros téléobjectif, rien, la comète est très grande. Pour ceux qui le connaissent, je vous recommande très très chaudement le 50 mm f1.8. Parce que ce qui est important dans la photo du ciel la nuit, c'est de capter un maximum de lumière. Et la valeur f, qui est écrite à l'avant d'un... Alors bon, il n'y a pas de f, c'est con. Mais il y a une valeur, là il est écrit 1, 2.1.8. Ça, c'est la valeur d'ouverture. Le premier 1, on s'en bat les couilles, hein, c'est ce qui vient après. Là, on a 1.8. Voilà, par exemple, sur celui-ci, on a 2.8. Et sur celui-ci, on a 3.5. Voilà. Ça, c'est la valeur d'ouverture de votre diaphragme. Plus cette valeur est faible, plus l'objectif capte de lumière. Évidemment, si vous avez un appareil à objectif pas interchangeable, faites avec ce que vous avez. Dans tous les cas, faites avec les objectifs dont vous disposez. Mais si vous en avez plusieurs, privilégiez celui qui a la plus grande ouverture. La comète risque d'être un petit peu difficile à cadrer, c'est-à-dire qu'à l'œil nu, vous allez surtout voir la coma, c'est-à-dire vraiment le truc autour du noyau. La queue, elle, souvent, elle est fondue dans le ciel et on ne la voit que sur les photos. Donc, essayez de cadrer le noyau de la comète dans un coin de l'image pour laisser de la place ensuite pour les différentes queues que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais que vous verrez sur vos photos. Donc, cadrer la comète, je vous laisse faire, je vous laisse composer votre photo avec un peu de paysage ou que sais-je, voilà. Ça, c'est à votre discrétion et surtout, faites preuve de créativité. Au niveau des réglages, alors, de toute façon, une comète, ça bouge dans le ciel. Donc, si vous faites une pause très longue, il y aura forcément un truc qui bouge. C'est le problème des comètes. Putain, qu'est-ce qui fait chaud? Je suis en nage. Mais vous avez quand même deux possibilités principales si vous faites des photos de la sorte. La première, c'est de monter votre sensibilité ISO à fond pour capter un maximum de lumière et faire la pause la plus courte possible. Alors, la plus courte possible...
tout en ayant des choses à l'image. En général, ça va plutôt être de l'ordre de 5-10 secondes. Par exemple, cette photo a été posée 5 secondes. Mais pour pouvoir poser seulement 5 secondes, j'ai dû utiliser une sensibilité de 6400 ISO et vous voyez, la photo est très granuleuse, on perd en détail. Si vous voulez une photo moins granuleuse, il va falloir baisser la sensibilité ISO. Mais le problème, c'est qu'il va falloir poser votre image plus longtemps si vous voulez qu'il y ait assez de lumière qui rentre. Le problème, je l'ai dit, le ciel tourne. Pour se débarrasser de ce problème-là, il faut une monture équatoriale motorisée, telle que la Star Adventurer dont j'ai déjà parlé donc dans 4 vidéos qui sont en description. Cette photo-là, par exemple, a été faite avec la Star Adventurer, alignée sur la polaire et qui suivait donc le mouvement du ciel, et cette photo a été posée 30 secondes à 1600 ISO, et vous voyez que c'est déjà beaucoup plus propre. Alors j'en ai profité, vu que j'avais une monture équatoriale avec moi, pour faire une série d'images, comme de la vraie astrophoto, mais à l'heure où je vous fais cette vidéo, je n'ai pas encore eu le temps de la traiter, parce que traiter ce genre de photo, ça prend beaucoup de temps. Donc je ne peux pas vous la montrer là, peut-être que je vous la mettrai dans l'onglet communauté si j'arrive à en tirer quelque chose de correct, je ne sais pas, bon voilà. Mais je ne peux pas vous montrer le résultat final encore d'une vraie astrophoto que moi j'ai faite de cette comète. Alors les réglages que je vous ai donnés là ne sont pas absolus, ils dépendent de votre matériel. Et par exemple, il y a des appareils qui ne vont même pas jusqu'à 1600 ISO. Donc prenez votre sensibilité ISO maximum, posez votre photo, regardez ce que ça donne et ajustez en fonction. Si les étoiles sont trop filées, diminuez le temps de pose. Si l'image est trop bruitée, diminuez la sensibilité ISO. Mais par contre, vous devrez peut-être augmenter le temps de pose. Veillez aussi à ce que votre valeur F soit la plus faible possible. C'est quelque chose qui n'est pas seulement sur l'objectif, ça se règle aussi dans l'appareil photo. Et si jamais vous trouvez que je vais trop vite dans cette vidéo, il y a toutes les autres en description, où je donne vraiment les détails. Mais je vous ai dit, c'est une bonne heure et demie de programme. Sans compter la vidéo sur la Voie lactée qui vous donnera les bases de l'astrophoto, etc. Enfin, voilà. Tout est en description. Bon voilà, ça c'était pour NeoWise. J'espère que vous arriverez à faire encore de belles photos. Il est encore temps, mais elle va décliner maintenant relativement vite. Donc, en plus, la Lune revient. Donc quand la Lune sera bien là, elle sera d'autant moins visible. Et quand la Lune se sera barrée, à mon avis, il restera plus que des miettes de NeoWise. Donc c'est le moment ou jamais. Genre si vous savez pas quoi regarder ce soir sur YouTube, allez vous taper les tutos sur l'astrophoto et ensuite sortez voir la comète. En ce moment, vers minuit, il fait suffisamment sombre pour claquer des photos, quoi. Bon, cette vidéo, je vais la boucler ici en vous disant encore juste 2 choses. Déjà, une bonne nouvelle pour moi, et vous, à la limite, au pire, vous vous en foutez. La fibre arrive le mois prochain. J'ai enfin la fibre au studio. Et ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir me mettre sur Twitch. Vous avez été nombreux à me demander si je pouvais pas faire du streaming, des trucs. Bah, je vais pouvoir. Une des conséquences, ça risque aussi d'être que les lives, quels qu'ils soient, seront déplacés sur Twitch. On en reparlera quand ce sera le cas, parce que de toute façon, pour le moment, la fibre n'est pas installée. J'ai la box, mais il n'y a encore rien pour le moment. Le technicien doit venir, tout. Enfin, voilà. Deuxième chose, et ce sera la dernière, je vais prendre quelques vacances. Alors, je vous avais déjà annoncé que j'arrêtais les formats courts pour l'été. Donc, il y en a encore un qui sort lundi, et après, c'est terminé pour au moins jusque septembre. Et la semaine prochaine, j'ai un contrat outre-Atlantique qui me sert de prétexte pour ensuite prendre quelques vacances. Donc je vais être absent et donc je vais pas sortir de vidéos. Alors je vais sortir des vidéos, les vidéos sont programmées, les épisodes c'est voilà. Mais dans 2 semaines, il y aura pas de vlog. Parce que dans 2 semaines, je serai pas encore rentré. Et donc j'aurai pas pu tourner, monter, uploader mon vlog, etc. Et donc on se retrouvera courant du mois d'août pour la suite. Et avec un peu de chance d'ici là, je pourrais vous annoncer l'ouverture d'une chaîne Twitch. Du coup, à la semaine prochaine, on va parler... je vais pas vous le dire, comme ça vous irez pas vous spoiler. Vu le succès du dernier épisode comme ça, celui-ci devrait vous plaire aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, à vendredi. Ou à lundi. Enfin, à la revoyure.